Aujourd'hui, dans le balado, je commence par vous poser quelques questions. Êtes-vous déjà en affaires? Avez-vous déjà votre propre entreprise? Et avez-vous des plans pour démarrer votre entreprise à court, à moyen ou à long terme? Est-ce que vous vous apprêtez à lancer un produit sur le marché, un produit qui est unique? Puis, relié à ça, votre nom de commerce ou votre nom de produit, il est unique. Vous avez un slogan original, vous avez un logo que vous pensez qui est unique. Et vous aimeriez pas vous faire voler vos idées. Donc, êtes-vous protégé? Avez-vous pensé faire les démarches pour protéger ces éléments-là, ces éléments de propriété intellectuelle? Aujourd'hui, j'ai une discussion avec Caroline Lefebvre, qui est conseillère en propriété intellectuelle à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Ça fait beaucoup de propriété intellectuelle, mais on va s'y habituer. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Je vous souhaite la bienvenue à ce 6e balado TAD. Aujourd'hui, avec mon invité Caroline Lefebvre, on va parler d'un sujet peut-être qui est négligé quand quelqu'un se part en affaires. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour Michel, oui, ça va super bien, vous? Oui, Caroline qui est conseillère à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. On va en parler un petit peu, mais avant, j'aimerais savoir, Caroline Lefebvre, c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait comme étude, qu'est-ce qu'elle a fait comme démarche pour avoir ce poste-là et aussi peut-être là, parler des rôles, de votre rôle puis de l'Office de la propriété intellectuelle. Absolument. Ben, disons que moi, dans mon parcours académique, il n'y a rien qui me prédestinait à la propriété intellectuelle. J'ai mon bac, ma maîtrise en sciences politiques. Je me destinais au développement international, mais de fil en aiguille, par l'enchaînement d'emplois, je suis au gouvernement fédéral, ça fait au-dessus de 20 ans. J'ai occupé différents emplois. Puis je suis arrivée à l'OPIC, dans le fond, parce que à ce moment-là, moi, la question des droits d'auteur m'intéressait beaucoup. Et je voyais à ce moment-là, je voyais vraiment une occasion de pouvoir parler de droits d'auteur, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus vaste que ça. On a beaucoup d'autres droits de propriété intellectuelle. Et c'est un emploi qui m'a permis de voyager partout au Canada pour faire de la sensibilisation, parce que dans le cadre de mon rôle comme conseillère, je ne donne pas d'avis juridique, mais notre rôle avec j'ai des collègues un peu partout au Canada, notre rôle, c'est vraiment d'informer puis de sensibiliser les entrepreneurs, les innovateurs, les artistes, les créateurs de contenu à ce que c'est la propriété intellectuelle et comment une bonne stratégie de propriété intellectuelle qui est alignée sur une stratégie d'affaires, disons, va vraiment maximiser le potentiel de réussite. Oui, puis c'est ça, puis c'est quelque chose des fois que les gens qui, comme je disais là, un petit peu dans l'intro, que quelqu'un qui se démarre en affaires peut oublier cet élément-là, puis juridiquement, il peut se faire prendre au piège, là. Effectivement, et je dirais qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissances. On connaît mal et souvent les mots qu'on entend, c'est oui, mais je suis enregistrée ou je suis incorporée comme entreprise, donc je suis super protégée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et souvent, les gens nous arrivent lorsqu'il y a eu un litige en contrefaçon ou plagiat et là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, on essaie de leur donner des pistes de réflexion. Oui, puis à l'Office, comment vous définissez, c'est quoi les propriétés intellectuelles que, ben, vous vous servez de guide, là, mais la protection, ça concerne quoi? Il y a un côté commercial, mais il y a d'autres aussi protections qui sont plus artistiques, là, mais... Tout à fait. En fait, l'OPIC, si on recule un petit peu, pardon, nous, on relève du ministère de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, qu'on appelait précédemment Industrie Canada. Et l'OPIC est vraiment l'organisme fédéral qui est chargé de traiter et d'administrer les demandes de propriété intellectuelle au Canada. Donc, que ce soit des demandes canadiennes ou des demandes de l'international. Donc, on se préoccupe de marques de commerce qui sont vraiment le branding de l'entreprise, les noms, les logos, slogans, etc. Les brevets qui, eux, vont plutôt protéger une invention, une fonctionnalité. Donc, on va chercher de la nouveauté, de l'innovation. Tant que c'est utile, on va aussi voyons, le droit d'auteur qui est vraiment sur les œuvres originales, que ce soit une photographie, que ce soit une pièce de théâtre, un code informatique, un plan d'affaires, le contenu d'un blog, tout ça, c'est protégé par le droit d'auteur. Et on a aussi le dessin industriel, qui, lui, va protéger plus l'aspect visuel d'un produit. On ne s'occupe pas du tout de fonctionnalité, mais on cherche un aspect visuel, un élément décoratif qui est original.
Et sans le protéger chez nous, on parle aussi beaucoup de secret industriel, donc il y a vraiment de l'information que l'entreprise ou que le créateur doit maintenir secrète, soit pour un temps déterminé ou pour toute la durée de ses activités, et qui est un peu comme les gens vont, est-ce que je dépose un brevet ou je le maintiens par secret industriel? C'est souvent les deux options qu'un innovateur va avoir. Et il y a un autre droit qui n'est pas protégé par l'OPIC, mais plutôt par l'Agence d'inspection des aliments, qui est les obtentions végétales. Donc, on parle de fruits, végétaux, arbres, fleurs, etc. Mais vous parlez d'aliments comme l'agneau de Charlevoix. Est-ce que ça passe par vous pour identifier ce produit-là? Le nom agneau de Charlevoix, ou c'est un autre truc, ça? C'est des, on appelle ça, donc des indications géographiques. OK. Donc, ça, c'est une certification qui est accordée par l'industrie, mais OK. le logo ou le nom est protégé à l'OPIC pour tout le Canada. OK. Fait que, il y a Un peu deux. comme les normes ISO ou EcoCert ou des choses comme ça. La marque est enregistrée, mais ce n'est pas nous qui l'octroyons. OK. Fait que il y a des démarches de plus, là. Oui, exactement. Quand on parle de démarches, bon, c'est sûr qu'au niveau canadien, vous collaborez avec l'international, mais quelqu'un qui veut pousser un peu plus son entreprise, sortir du Québec, du Canada, sortir du Canada, est-ce qu'il y a des démarches supplémentaires à faire pour être protégé? Oui, parce que nonobstant le droit d'auteur, qui est un droit qui est reconnu dans 156 pays du monde, la propriété intellectuelle est un droit qui est national. Okay. Donc, c'est important pour les entrepreneurs. Lorsqu'on parle de stratégie, c'est de déterminer, quels sont les marchés visés. Et souvent, ça va aussi déterminer quel va être l'ordre ou le timing de la protection, si je peux me permettre. Parce que, mettons, dans le cas aussi, disons un brevet. Un brevet, on ne se le cachera pas, c'est extrêmement dispendieux à obtenir. Donc, un entrepreneur qui me dit, moi, je veux un brevet dans tous les pays du monde. On va s'asseoir ensemble et on va établir, où sont tes clients? Dans quel pays vraiment il y a de la demande pour ton produit? Tu as des gens pour le surveiller aussi, parce qu'on veut éviter la contrefaçon. Donc, quelqu'un qui parle dans l'idée, je veux protéger dans 70 pays du monde, finalement, peut-être qu'on va réduire ça à 5, 6, 10 pays, disons. La même chose, si on parle de marque de commerce à l'international, le Canada a, je dirais, la flexibilité de reconnaître une marque qui n'est pas enregistrée. On lui reconnaît une certaine forme de protection par la common law, mais certains pays ne vont seulement reconnaître et défendre des marques qui sont enregistrées. Et d'autres pays vont enregistrer des marques sans nécessairement vérifier l'utilisation. Donc, dépendant, encore là, avec les clients, dans quel pays ils visent faire affaire, on va regarder c'est quoi le régime du pays pour voir est-ce que tu déposes ta marque maintenant ou tu peux attendre avant de vraiment avoir développé le marché. Donc, c'est un peu le genre de conversation que j'ai avec mes clients là, au quotidien. Puis, je pensais à ça parce que ça s'est passé sur le web, des gens qui enregistraient des noms de domaine, là, un peu tous les noms de domaine. Est-ce qu'il y en a qui essayent d'enregistrer des noms de marques de commerce, des logos pour pouvoir revendre, ou vous faites des recherches? Il faut que l'entreprise soit en fonction pour la protéger, là. C'est une excellente question. En fait, je vais parler du régime canadien parce que c'est lui que je connais le mieux, évidemment. Oui. Mais au Canada, lorsqu'on dépose une marque, que ce soit un mot, un logo, un slogan, une couleur, pas une trame, mais une séquence musicale, on a deux options. Soit que la marque doit déjà être en utilisation commerciale et on peut prouver la date d'utilisation, ou on peut déposer sous ce qu'on appelle l'usage projeté. Et là, on a 3 ans pour commencer à utiliser de façon commerciale notre marque. Par contre, il y a d'autres pays, et c'est là où on peut vraiment plus squatter des noms de marques de commerce, c'est qu'il y a des pays qui vont seulement regarder la demande, on ne se préoccupe pas si elle est utilisée ou en voie d'être utilisée, et elle va être enregistrée parce qu'elle répond aux exigences de la loi. C'est arrivé à des grandes entreprises canadiennes, américaines, de vouloir déposer leur marque en Chine après plusieurs années d'activité et de se rendre compte que leur marque était déjà enregistrée, mais pas par eux. Et qui malheureusement, c'était en anglais, en français, en mandarin qui sonne comme l'anglais, en anglais qui sonne comme le mandarin. Donc, c'est des procès en contrefaçon qui peuvent durer très longtemps, qui sont très coûteux. OK.
Parce qu'on l'a vu, je l'ai vu dans des logos, je fouille beaucoup là, côté marketing pour certains cours que le logo Saint-Hubert est repris dans certains pays, mais avec un autre nom ou des trucs comme ça. Ah, tout à fait. Fait que Puis c'est coûteux d'aller chercher, de dire hey, écoute, c'est mon logo. Ça doit être assez coûteux de faire retirer ces logos-là là, à c'est très l'extérieur. coûteux et puis souvent, ça va être l'entreprise va devoir décider est-ce que je suis prête à investir tous ces efforts-là? Est-ce que vraiment mon marché est là ou non? Comme par exemple, je pourrais être déjà allée en Chine dans le cadre d'un ancien travail. Il y avait ce qui semblait être un Starbucks. Mais on arrive là, c'était pas du tout un Starbucks. Ça ressemblait un peu, ils vendaient du café, mais c'était très trompeur, là, disons de loin. C'est ça. Ouais, mais ils sont bons, ils ont fait des fausses boutiques à Apple aussi. J'aimerais pas être dans ces Oui, conditions-là. exactement. Puis Mais j'ai même déjà trouvé des vidéos, des DVD de mon oncle Antoine en Chine qui étaient vendus pas dans un magasin, disons, légal. ouais, c'est de la vérification, mais ici, les démarches au Canada, est-ce que les gens sont quand même respectueux, même s'il y a des marques qui ne sont pas enregistrées, est-ce que les gens sont quand même respectueux en disant lui a déjà une marque, ça marche bien, je n'irai pas y voler, on va essayer de trouver d'autres choses? De par mon expérience, je dirais que souvent, la contrefaçon, le plagiat est fait de bonne foi par manque de connaissances, justement. Et puis, encore là, je dis, par mon expérience, au Canada, on a tendance à être un petit peu moins porté vers le procès. On va OK. négocier avant. Et ça va arriver des fois que quelqu'un va me dire, écoutez, je pense que mon logo ressemble à celui, qui existe déjà, qu'est-ce que je fais? Ma tendance, c'est plutôt de leur dire, ben si toi, tu étais le premier sur le marché, puis cette personne-là arrive avec un logo qui ressemble au tien, qu'est-ce que tu ferais? Donc, ils répondent un peu à la question. Ils disent, ouais, j'aimerais pas vraiment ça. Donc, on recommence et on pense à un autre logo, mais qui répond aussi à ce que l'on veut offrir. Il y a des exemples comme ça. Et il y a souvent aussi, ce qui m'est arrivé de voir, c'est des fausses lettres, des fausses mises en demeure. OK. Ou encore là, les gens, peut-être moins au niveau des marques, mais surtout au niveau des brevets où les entités vont, les gens reçoivent des lettres qui disent ben votre brevet contrefait à mon brevet, cessez vos activités, vous êtes passible d'une amende ou donnez-moi X montant d'argent, ils étaient dans les 100 000 et pour pouvoir continuer à exploiter votre brevet. Et puis on se rend compte que c'est ce qu'on appelle en bon anglais des patent trolls. Donc, ils font seulement, eux autres, ils n'opèrent même pas, ils ont des brevets, ils les détiennent, mais ils ne les exploitent pas. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des mises en demeure à droite et à gauche. Et ils se basent sur le manque de connaissances et la peur des gens qui vont payer pour rien la plupart du temps et pour avoir le droit d'exploiter leur brevet. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose et puis j'aime ça quand les gens me contactent. Pas, je suis contente qu'ils aient reçu des mises en demeure, mais je suis contente qu'ils aient le réflexe de nous contacter pour valider. Puis déjà, sans même poser d'avis juridique, si vous me permettez, c'est arrivé une fois, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, bon, j'ai une mise en demeure d'une compagnie américaine qui me dit que mon brevet contrefait leur brevet. Et là, je lui ai dit, ben, demandez-leur une preuve de leur brevet canadien. Parce qu'on va voir, parce que souvent, justement, comme je dis que c'est un droit territorial, si le brevet est protégé aux États-Unis, mais pas au Canada, il est libre de droit au Canada. Et finalement, elle reçoit une photo et c'est un dessin industriel qui avait été émis aux États-Unis, mais dans les années 1910. Ouf. Donc, il était échu depuis 1930. Puis là, toujours dans l'idée que je ne peux pas donner d'avis juridique, on est encore en présentiel dans ça là. Je sais que ma collègue, on regarde la photo, puis là, on est là, puis c'est trop gros, là, il doit y avoir quelque chose. Donc, moi, il y a quelque chose qui nous manque dans ça. Puis là, finalement, on dit non, c'est vraiment un dessin industriel qui a été émis, qui a été échu depuis au moins 1930. Et là, elle se poursuivre en contrefaçon de brevet en 2010-2012. Donc, on lui a dit, faites juste leur dire que ça semble être un dessin industriel. Et finalement, j'ai dit, dans le cas qu'ils vous répondront, revenez vers moi, elle n'est jamais revenue. Donc, j'ai l'impression que ça a cessé toute tentative d'extorsion d'argent à ce moment-là. Ben, un brevet qui est libre de droit, il n'est pas renouvelable. Là. C'est un peu ce qui est arrivé, je pense, la compagnie Lego, leur brevet pour le dessin industriel, je pense qu'il était terminé ou il n'y avait plus de propriété. Donc, il y a d'autres compagnies qui ont pu s'approprier les plans. Exactement. Un brevet, et ça, à ma connaissance, dans tous les pays du monde, c'est 20 ans ferme à partir de la date de dépôt et ce n'est pas renouvelable. Donc, effectivement, la technologie devient domaine du public, que ce soit, bon, Lego est un excellent exemple qu'on connaît, mais si je ne me trompe pas, le Gatorade est aussi un exemple d'une recette qui a été brevetée.
Ouais. et qui, 20 ans plus tard, est devenu domaine public. Donc, on a beaucoup de produits qui ressemblent au Gatorade sur le marché. Ça fait que le aid à la fin de n'importe quoi est devenu populaire. Il y a même du Exactement. Costco Aid, où je me rappelle Parce que plus oui, du c'est nom. ça. Exactement. Non, c'est ça, tout à fait. Tandis que Gatorade est un bon exemple aussi parce que quand on parle de secret industriel ou de brevet, parce qu'à l'opposé, Coca-Cola a décidé de garder sa recette secrète. Ça fait plus de 120 ans que oui, on connaît un peu les ingrédients, mais on n'a pas le processus pour fabriquer du Coke. Donc, Coke maintient sa recette secrète, ça fait partie de son image de marque, de la valeur de l'entreprise. Ils auraient pu décider de breveter, mais 20 ans plus tard, la recette aurait été connue du public. De toute façon, je pense que Coke, chaque pays a sa petite recette. Il y a une petite différence dans chacun des pays selon les goûts des gens. Exactement. On n'a pas essayé de faire du Coke bleu à un moment donné ici ou du Coke, je ne sais pas trop quoi. Là. Pepsi bleu. Pepsi bleu, c'est ça. Pepsi Oui. transparent, mais ça. Donc, je reviens là à la protection. Est-ce qu'il y a un moment pour une personne là, qui est en entreprise ou qui est propriétaire d'une marque de commerce ou qui invente un produit, qui a un nom de produit, est-ce qu'il y a un moment auquel on doit penser, dire « OK, j'ai besoin d'une protection ». À partir de quel moment, là, c'est une bonne idée là, de se protéger? Encore là, tout dépend de ce qu'on veut protéger. Quand les gens m'approchent pour la marque de commerce, justement, une de mes questions, c'est est-ce que tu es prêt à te lancer en affaires dans un délai de 3 ans pour justement l'usage projeté dans un délai de 3 ans? Parce que justement, si on a un nom qui est intéressant, si on a vraiment qui représente notre image de marque, nos valeurs et tout, on peut le déposer tout de suite, même si ce n'est pas en utilisation. Au moins, on est certain de protéger notre territoire. Dans le cadre d'un brevet, ça peut être un peu plus compliqué parce que ça devient vraiment une stratégie de technologie. Où sont mes compétiteurs? À quel point ils sont rendus? Est-ce que je suis vraiment le seul à travailler là-dedans? Est-ce que j'ai une demande de brevet qui est dans le très complexe ou qui est dans le moins complexe? Est-ce que je dépose au Canada seulement ou dans d'autres pays? Donc, au niveau du brevet, c'est plus complexe. Okay. Par rapport à la marque de commerce, la plupart du temps, je suggère aux gens, dès que votre logo est finalisé, dès que vous êtes certain de votre nom, déposez-le. Puis les frais sont quand même abordables pour les troubles qu'on peut sauver. Là. Ils sont très abordables. Quelqu'un qui fait sa demande lui-même, chez nous, ça part à 340 $ et ça inclut, là, c'est très technique, mais ça inclut ce qu'on appelle une classification de Nice. Et la classification de Nice, c'est les classes de produits ou services à laquelle notre marque est affiliée. Okay. Dans le cadre d'une entreprise qui a plusieurs secteurs d'activité, là, les frais peuvent être un peu plus élevés. Mais disons, un thérapeute qui offre un thérapeute qui offre des services de psychothérapie, ben c'est pas mal, c'est une classe de service. Donc, on se limite aux 340 $. Il y a un restaurant qui ferait aussi office de service de traiteur, qui donnerait de la formation culinaire. Là, il y aurait peut-être d'autres classes qui pourraient se rajouter. Est-ce que c'est pour ça? Je me rappelle plus si c'est la même compagnie, mais en tout cas, il y avait... Dans le temps, on avait le produit récurrent Old Dutch. Ça, c'était le genre de Ajax Old Dutch. Puis, quand les croustilles Old Dutch sont sortis sur le marché, ça a fait comme... Il me semble qu'on lavait les planchers avec ça. Des fois, c'est-tu une erreur de marketing? Ou... En tout cas, nous autres, du côté client, là, dire « Hey, je vends des chips qui goûtent... » Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, ça, c'est une question intéressante parce qu'au niveau de la marque de commerce, il faut parler de confusion. OK. Et l'examen qu'on m'a suggéré de faire à un moment donné, c'est dans le cas de produits qui auraient le même nom, est-ce qu'un client qui est dans la Lune pourrait se tromper de produit? Dans ce cas-ci, est-ce qu'un client dans la Lune pourrait ingurgiter du Old Dutch pour écurer plus que les chips? Le risque est faible. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment, il n'y a probablement pas de confusion possible. Dans le cas, un exemple, moi, que j'utilise souvent dans mes formations, c'est que nous, moi, j'habite à Gatineau, mais à Ottawa, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle, Farm Boy. Donc, ils vendent des légumes, des fruits, etc., des produits santé. Bon, c'est F-A-R-M Boy. Ça m'étonnerait que quelqu'un qui est pharmacien, qui voudrait ouvrir une chaîne de pharmacie Farm Boy, P-H-A-R-M, pourrait exploiter cette marque-là parce que même à l'oral et à l'écoute, ça sonne de la même façon. Donc, il y aurait confusion possible. Si je vous dis on se retrouve chez Farm Boy, vous ne saurez pas si c'est de la pharmacie ou au magasin. Okay. Donc, la loi est là pour protéger aussi les marques existantes, qu'elles soient enregistrées ou non, mais
qu'elles soient enregistrées, ça facilite les recours en cas de confusion ou de contrefaçon de plagiat. Même dans le cas d'une compagnie, dans le temps, il y avait Docteur Ballard, la canne de nourriture pour chiens. Puis s'il y avait des ragoûts de boulettes Docteur Ballard, je pense que là, vous auriez intervenu dire trouve un Là, autre il nom. pourrait y avoir confusion, exactement. Ouais, Exact. Tout à fait, parce que là, il ne faudrait surtout pas se tromper. non, je pense que les saveurs ne seraient pas pareilles. Exactement. Quand on a parlé un petit peu des avantages là, de l'enregistrement, mais y a-t-il des choses qu'on a oubliées, surtout quand on... Bon, c'est sûr, la protection, éviter la copie du nom du logo, peut-être certaines confusions. Il y a des avantages juridiques, mais y a-t-il d'autres choses aussi qu'il ne faut pas oublier au niveau des avantages dans la protection? Tout à fait. Premièrement, obtenir un droit de propriété intellectuelle dans un pays donné, que ce soit le Canada, les États-Unis ou en Europe, en Asie, c'est que ça protège votre territoire. Donc, que ce soit un brevet, une marque de commerce, un dessin industriel, droit d'auteur, il n'y a personne qui peut utiliser le produit ou le service sans l'autorisation du titulaire. Donc, et ça permet aussi d'aller maximiser nos revenus. On peut octroyer des licences d'utilisation, de fabrication, de vente. Je pense à tous les restaurants qui sont franchisés. Oui. Un exemple que je donne souvent, c'est partout au Québec, on va dans une cage au sport. Bon, on sait à quoi s'attendre dans le menu, ça fait partie de l'image de marque. Je suis certaine que dans les cuisines de la cage au sport, il y a des photos pour toutes les comment disposer les aliments dans les assiettes pour que je sois à Rimouski, que je sois à Gatineau, que je sois à Montréal, je commande le Blitz Burger, ben voilà, il est disposé de la même façon, je m'attends à ça. L'autre avantage de la propriété intellectuelle aussi, et ça on le voit de plus en plus, c'est un bon outil pour aller chercher du financement. Que ce soit au niveau des banques, des investisseurs ou même des programmes de financement fédéraux provinciaux, on demande une stratégie de propriété intellectuelle au fédéral, en tout cas. Mais c'est que de plus en plus, les banquiers, les investisseurs vont dire, OK, tu as une marque de commerce sur ton produit, parfait, tu as l'exclusivité, ça m'intéresse, c'est plus intéressant pour moi. Puis un exemple que je vais souvent donner, c'est quand on écoute une émission comme L'œil du dragon. Oui, je voulais en parler de ça, justement. C'est ça, mais c'est que les investisseurs vont souvent demander aux participants s'ils ont une propriété intellectuelle, que ce soit brevet ou marque de commerce, les principales, disons, parce que justement, en tant qu'investisseur, avoir une exclusivité sur le produit ou le service est intéressant. Sinon, ça veut dire que c'est libre de droit puis n'importe qui peut l'utiliser. Donc, ça peut servir, oui. Est-ce qu'une émission comme Les Dragons, là, je fais du pouce là-dessus, est-ce qu'une émission comme Les Dragons où ils se font demander est-ce que ton produit est breveté, est-ce que ta marque est déposée, est-ce que ça a sensibilisé les gens, les entrepreneurs à aller se protéger, là? J'ose espérer que oui. On n'a pas fait d'études à savoir si les gens qui nous contactent, c'est vraiment suite à une émission comme ça. Mais moi, j'écoute souvent cette émission-là et puis souvent, quand j'entends la réponse, oui, j'ai une marque de commerce déposée, puis je regarde dans la base de données, puis il n'y a rien. Okay. Fait que je me dis, ça va être dans le travail après ça, ils vont dire, si jamais on décide de participer au projet, puis ils vont dire, ben là, tu n'as pas de marque, là. Ou des fois, effectivement, je vois le brevet dans la base de données. Donc, je vais lire de l'information juste pour mon plaisir à moi, là. Je n'appellerai pas les dragons après pour leur dire, écoute, ton participant, c'est pas vrai, là. Mais surtout qu'ils ont le temps de s'en rendre compte, parce que du moment où c'est enregistré, ça passe à la télé, ben, il y a un délai. Les démarches sont nécessairement entamées, là. Exactement. C'est ça, je voulais en parler des dragons, parce que c'est une des émissions populaires où on entend plus parler de ça, de la protection. Oui. Effectivement. Et un des dangers de participer aux dragons, c'est quand il n'y a pas eu de protection avant, et là, il s'expose à ce qu'on appelle une divulgation, surtout dans le cadre d'une technologie brevetée, où la technologie brevetée, en fait, à breveter plutôt, le brevet repose sur une nouveauté absolue dans le monde. La personne qui passe au dragon, puis qui parle de son invention, qui explique comment ça fonctionne, c'est malheureusement considéré comme une divulgation publique. Donc, elle pourrait perdre ses droits de brevet éventuellement. Oui, mais c'est ça, c'est disponible, mais j'ose croire que le délai entre l'enregistrement, comme je disais, et ce que ça passe, les gens ont le temps au moins de faire certaines démarches, parce que quand la demande est déposée, est-ce qu'il y a une priorité? Mettons, moi, je fais une demande aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui fait une demande dans 3 semaines. Est-ce qu'il y en a une qui est prioritaire à l'autre? Le premier déposant. OK.
c'est le premier déposant. Et le Canada, si on parle de brevet, au Canada, si une divulgation publique, qu'elle soit volontaire ou non, on offre un délai de grâce d'1 an malgré tout. OK. Mais certains marchés comme l'Europe, c'est tolérance zéro. Donc, il faut faire attention aussi. Et j'ose espérer, dans le cas de l'œil du dragon, que justement, les dragons iraient voir les participants. Écoute, tu as parlé de ta technologie, va déposer ton brevet tout de suite, avant que ça soit public, justement. C'est ça, parce que ça peut devenir un frein pour l'investisseur, surtout des choses que visiblement, ça peut être facile à copier. Bien, ça m'amène peut-être, je peux me permettre une petite distinction. Justement, les gens me demandent, est-ce que c'est mieux le secret industriel ou le brevet pour une invention? Le mot général, c'est si la réingénierie, elle est possible et facile, un brevet est beaucoup plus pertinent. Okay. Démonter un grille-pain, voir comment il fonctionne, disons, on protège par brevet. Si cette réingénierie-là est beaucoup plus difficile dans le cadre de l'agroalimentaire, dans le cadre d'un produit nettoyant, chimique ou naturel, où c'est plus difficile de détecter tous les ingrédients puis le processus de fabrication, à ce moment-là, le secret industriel est plus pertinent et possible. Parce que les ingrédients sont là, mais les proportions ne sont pas mentionnées, là. Exactement, c'est ça. Bon, parce qu'on est obligé de divulguer les ingrédients, mais dans beaucoup de produits. Dans le cadre du brevet, oui. Un brevet, c'est une divulgation complète. Mais sur le produit comme tel, sur l'emballage, il y a des ingrédients qui sont dévoilés, mais les quantités ne sont pas là. Je voudrais me faire de la poudre de Kraft Dinner. Les ingrédients sont là, mais on ne veut pas le savoir. Non, c'est ça. Il y a du bon fromage qui existe. Ben, non, mais effectivement, c'est un bon point que vous soulevez parce que justement, les ingrédients sont mentionnés, mais non la quantité, non plus que le processus, ça bout pendant combien de temps, à quel moment j'intègre tel ingrédient, est-ce que je laisse reposer, est-ce que je ne laisse pas reposer. C'est ça le secret qui repose sur le produit final. Puis, au niveau, là, on parlait, de déposer, est-ce que ça arrive souvent? Bien, il y a deux volets un peu à ma question, 2 ou 3, là. C'est sûr, on a accès à l'information avec Internet. C'est facile d'aller chercher ce qu'il y a des entreprises, il y a des catalogues un peu partout, registraires des entreprises. C'est facile d'aller voir si une entreprise porte le même nom que j'aimerais donner. Est-ce que ça vous facilite la vie ou en même temps, il y a beaucoup de gens qui partent en affaires, fait que ça rebalance? Moi, je suis capable de consulter, je veux me partir une entreprise, Michel Babin Incorporé, je peux aller voir si ça existe. Il y a un peu de recherche à faire. Est-ce que ça limite aussi de votre côté, comme je disais là, le niveau, sans dire recherche, là, mais est-ce que ça facilite de votre côté? C'est tellement plus facile. Puis il y a peut-être 2 volets à ma réponse. Premièrement, Michel Babin Inc., ça s'incorpore super bien, il n'y a aucun problème. Mais avant d'être une marque de commerce, ça va être très long. Parce que les marques de commerce, on restreint le plus possible ce qu'on appelle des marques descriptives, donc la bonne pomme ou la tarte aux pommes, ainsi que les noms de personnes, parce que ça, comment je pourrais dire, donc ça vous donnerait le droit à votre nom seulement, mais n'importe qui d'autre qui s'appelle Michel Babin ne pourrait pas avoir d'entreprise au même nom. Non, donc, c'est ça. C'est un des aspects. Mais effectivement, tous les offices de propriété intellectuelle ont des bases de données qui sont accessibles gratuitement et normalement 24 heures par jour, 7 jours de semaine. Et ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche parce que justement, souvent, je dis aux gens, allez faire vos recherches puis revenez avec ce que vous avez trouvé. Et il y a aussi, si on parle de stratégie à l'international, moi, il y a une base de données que j'aime beaucoup qui s'appelle Global Brand Database, qui est maintenue par l'Office mondial de la propriété intellectuelle, donc qui est un peu comme l'organisme mère de tous les offices de propriété intellectuelle. Et justement, dans le cas, je vais prendre une marque, je ne sais pas moi, quand je la montre, je prends toujours l'exemple de Bombardier. Donc, j'écris Bombardier, ça va me donner dans tous les pays du monde où Bombardier a fait des demandes et qu'est-ce qui est protégé. Tel logo, tel nom, c'est quoi les autres? C'est Skidoo, etc. Donc, quelqu'un qui voudrait déposer une marque à l'international pourrait dire, moi, je vise la France, la Chine, le Japon. J'ai un nom en tête et je vérifie, puis c'est beau, ces marchés-là sont libres pour moi. Parce qu'il y a le logo de base, mais il y a aussi des fois, culturellement, il y a peut-être des petites modifications ou justement un petit texte qui vient avec. Des fois, on voit depuis 1887, since 1887, puis il va l'avoir. Est-ce que ça aussi, ça vient dans le brevet déposé pour chacun des pays ou c'est juste une mention? On parlait de slogan tantôt.
Ouais, Ouais, c'est plus une mention. C'est ça, c'est un élément de marketing pour démontrer la durabilité de l'entreprise. Puis, c'est tu sais, plus au niveau, si je crée un slogan adapté à chacun des pays dans lequel je veux, là, il ouais, va falloir que je le dépose. exactement. Puis des fois, il faut aller dans la culture du pays. Oui, Donner un exemple, justement, quand j'allais en Chine dans le cadre d'un ancien travail, nous, ça s'appelait l'initiative de, mais initiative en chinois était traduite par fondation. OK. Alors, ils s'imaginaient qu'on arrivait avec des millions et des millions pour développer des projets, ce qui n'était pas le cas. On cherchait plutôt de l'argent en Chine pour développer nos projets. OK. Donc, c'est important de faire des distinctions comme ça. Il y a des mots qui... Bon, au Canada, le régime empêche aussi l'enregistrement des marques qui sont offensantes ou injurieuses. Un mot dans une langue peut être très correct, mais dans une autre langue, va avoir une connotation injurieuse. Et au Canada, ça peut se développer, pardon, dans les langues autochtones. OK. C'est un peu Pardon. comme si j'appelais mon commerce de crème glacée le phoque en Alaska, je pourrais pas l'amener aux États-Unis. Probablement. Non, ou en Ontario ou dans l'Ouest canadien, mais C'est ça, il y a une sonorité là-dedans, c'est ah, je ça, pensais plus que c'était au exactement. niveau de la référence culturelle, là, mais non. Aussi, Ouais, aussi, mais aussi la référence culturelle. Fait que, ben, je dis ça, puis, ben, en fait, là, on parle, en fait, la réponse serait non parce qu'on parle d'Alaska. c'est ça. Et on n'est pas supposé se référer à un territoire. Ouais, Alaska au Québec, puis la chanson, puis tout, ça serait un peu C'est ça, exactement. Il y peut-être aurait peut-être une chance qu'un certain groupe ou certains artistes vous collent au derrière pour une mauvaise utilisation j'aurais de leur chanson. un petit coup de fil de un petit coup de fil de Michel Rivard. Mais C'est ça. est-ce que c'est fréquent qu'il y en a peut-être au niveau des logos, parce que des fois, il y a des comment je peux dire, des graphistes qui ont plus ou moins de créativité, mais est-ce qu'il y a des noms qui sont refusés parce que justement c'est pareil ou une sonorité pareille? Est-ce que c'est fréquent ou sur des logos ou des slogans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient plus fréquemment qu'on est obligé de dire, ben, il faut que tu changes un petit peu tes affaires ou va repenser à tes éléments? Probable, oui. Moi, c'est ça. Là, je ne suis pas à l'examen, donc je ne peux pas vous parler de pourcentage, mais effectivement, quand quelqu'un dépose une marque de commerce, il y a un examen qui est très rigoureux qui est fait et qui va aller chercher justement toute confusion possible, toute ressemblance possible. Et on ne cherche pas seulement dans la base de données, mais on cherche également dans les moteurs de recherche pour s'assurer de rester le plus large possible. Et effectivement, ça peut arriver que la demande soit carrément rejetée ou qu'on demande de modifier des éléments. Ce qui me fait aussi faire une petite transition vers un autre point, c'est que lorsque les gens font dessiner leur logo par une entreprise externe, de faire très attention que l'entreprise utilise des images qui sont libres de droit. Oui. Parce que c'est déjà arrivé justement qu'une cliente qui m'avait consultée, sa dessinatrice avait utilisé des pictogrammes qui n'étaient pas libres de droit et qui étaient protégés au Canada par une autre entreprise. OK. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Et justement, la confusion, la liberté d'exploitation, d'utilisation, c'est super important. Et souvent, comme je dis, ces gens-là sont de bonne foi. Ils ne sont juste pas au courant qu'il y a une protection qui existe. Puis, c'est juste un petit parallèle, j'en parle dans mes cours de commerce électronique, étant donné que tout se fait rapidement, puis les gens veulent des fois faire vite. Ils vont prendre des images qui n'ont pas l'autorisation. Oui, il y a des belles banques d'images libres de droit qu'on a le droit d'utiliser, où il y en a qui vont garder la trame avec le nom de l'entreprise de la banque de données, ou des images qui sont d'une autre entreprise. Puis il y en a qui ont déjà eu un petit appel en disant, écoute, j'aimerais que tu enlèves l'image. C'est sûr que c'est compliqué de faire la police du web, mais c'est peut-être un hasard qui est arrivé. Mais ça, c'en est une affaire de faire attention aux images qu'on utilise. Puis il y en a beaucoup des banques d'images libres de droit. Oui, exactement. Et puis, ça, c'est un très bon point qui vous permet aussi de dire que lorsqu'on est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, que ce soit une marque, un brevet, un droit d'auteur, dessin industriel, c'est pas l'OPIC qui va surveiller la contrefaçon, mais c'est vraiment nous. Et c'est pour ça que c'est important aussi, quand on se lance à l'international, d'avoir un réseau sur lequel on peut se fier et qui va être là. Encore là, ça restreint des fois un peu les pays où on va vouloir déposer des demandes parce que la France est intéressant, mais j'ai pas de contact encore, là, j'ai pas de contact privilégié, j'ai pas de distributeur, donc je vais attendre un peu. Mais c'est super important parce que justement, une contrefaçon sur laquelle on veut, disons, réagir,
ben, nos dommages et intérêts vont être versés à partir du moment où on s'en est rendu compte. Pas à Ouais. partir du moment où ça a commencé, même si c'était 8 ans plus tôt. Il y a comme une période où finalement, bon, ça fait 8 ans, mais tu t'en es pas rendu compte avant aujourd'hui, ben, tu n'étais pas vraiment lésé là, pendant les 8 ans. Ça veut Donc, dire c'est que super important. pour plusieurs raisons, aller chercher une agence d'un autre pays ou aller chercher un distributeur, ça peut être comme nos yeux dans un autre pays en même temps, là. Exactement. Surtout dans des pays où on ne parlerait pas nécessairement la langue. Donc, à ce moment-là, ça devient super. En fait, peu importe qu'on parle la langue ou non, mais dans un pays où on est moins familier aussi, c'est super important d'avoir un réseau fiable pour. Soit c'est en échange de redevances ou une rémunération quelconque, mais ces gens-là travaillent pour nous, ils nous permettent d'augmenter nos revenus. Donc, on les rémunère d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est de la job, c'est de la recherche, mais c'est intéressant de voir ça, mais ça peut conscientiser les gens, là, ceux qui vont écouter, à dire, écoute, je vais prendre un moment, je vais dépenser Mhm. quelques dollars pour passer par la procédure, pour éviter après ça, soit que j'aille un petit coup de fil ou une mise en demeure, Tout à un fait. truc comme ça vaut la peine parce que dans le montant d'argent qu'on a investi pour certaines entreprises démarrer, ça vaut peut-être la peine de prendre un petit budget puis de dire, je vais Tout à protéger. fait. Puis je vous dirais, souvent, je parle à mes clients, puis là, je les regarde, puis je me dis, est-ce que je vous fais peur ou est-ce que je vous rassure? Et puis, si je peux me permettre aussi une autre parenthèse, je ne négligerai jamais la valeur d'un agent de propriété intellectuelle. Ouais. Moi, je rends le client apte à déposer sa demande ou rencontrer un agent de propriété intellectuelle. Et c'est super important de dire que les agents de propriété intellectuelle, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont passé des examens, ils sont agents de brevet ou agents de marque et leur valeur, leur contribution aux démarches du demandeur, du client, elle est vraiment importante. En agent de brevet, on parle de spécialistes d'un secteur scientifique. Agent de marque de commerce, on va parler de gens qui sont vraiment aptes aussi à rédiger les demandes beaucoup plus rapidement et peuvent répondre plus rapidement à un rapport d'examen, disons. Puis ces gens-là, tous que vous avez nommés, c'est des gens qui sont à l'interne de votre organisme, c'est ça? Non, c'est des Non, il y gens en a à qui l'externe. pratiquent en fait, c'est des gens qui pratiquent en cabinet privé. L'OPIC a les examinateurs qui OK. négocient avec les agents de propriété intellectuelle. OK. Donc, aux frais administratifs qui sont demandés par l'OPIC, on rajoute les honoraires professionnels qui varient d'un agent à l'autre selon la niche, quand on parle d'agent de brevet, l'année d'expérience et tout ça, versus, ouais. Ça veut dire que l'entreprise, plus la personne a fait ses recherches dans les divers bottins, plus il y a des chances que le processus soit rapide parce que, bon, pour éviter de recommencer, retrouver un nouveau nom, un Exactement. nouveau logo. On contacte notre agent, on dit, ben, regardez, moi, j'ai trouvé ça, quand, mettons, on parle d'un brevet, j'ai trouvé ça qui pourrait s'apparenter, mais voici ce qui démontre que ma technologie est nouvelle, innovante. Et regarde, agent de marque de commerce, voici, j'ai fouillé dans les bases de données, voici, j'ai trouvé ces choses-là, mais la mienne se distingue pas mal aussi. Donc, effectivement, c'est comme n'importe qui, on aime les clients qui nous arrivent et qui sont préparés, qui ont fait un certain nombre de recherches. Et moi, je ne pourrais pas dire à un client, disons, bon, ben, M. Babin, vous avez un agent de marque de commerce, contactez XYZ, il est super bon. Ça va être, voici le lien, voici les agents, faites vos recherches, magasinez-les, discutez avec eux. C'est une relation d'affaires, mais on veut que ça soit agréable, on veut que ça soit, qu'on ait confiance, donc ça se magasine. Non, c'est intéressant. Ben, ça fait un petit travail de plus, mais pour éviter du trouble. Mm-hmm. Puis, Il faut vraiment faire attention que l'agent est inscrit parce qu'il y a, il y a des... Il y a, bon, je ne peux pas mentionner de nom, mais il y a des fausses alternatives aux agents de propriété intellectuelle. donc, toujours mieux de passer par l'Office pour avoir la bonne banque de noms. Ben, en fait, jusqu'en juin cette année, c'est nous qui maintenions le registre. Maintenant, c'est le Collège des agents de marque et de brevets. OK. Mais effectivement, c'est les gens qui sont, c'est pas encore réglementé comme les architectes ou les ingénieurs ou les médecins, mais il y a quand même une certaine forme de contrôle et de rigueur qui est exercée sur la profession. Pour aller plus loin, un petit peu plus loin, on parle de marketing, ben, l'image de marque, le logo, tout ça. Est-ce que vous rendez à protéger les publicités ou c'est juste les noms, les logos? Parce que des fois, il y a des entreprises qui
qui s'inspire grandement de d'autres publicités qui se sont faites dernièrement ou dans les 10, 15, 20 dernières années. Mais est-ce que vous vous rendez jusque-là où c'est juste le graphiste qui doit dire faut que je fasse de quoi d'original pour protéger ma Bonne, réputation, là? en fait, bonne question. La publicité serait plus protégée par droit d'auteur que par marque de commerce. OK. Donc, à ce moment-là, l'entreprise première pourrait s'opposer sous forme de plagiat à l'entreprise qui aurait copié sa forme publicitaire. OK. Mhm. Parce que c'est ça, il y a un blogueur français qui s'appelle Joe Lapompe. Lui, il est super intéressant parce qu'il, lui, il va ramasser les publicités d'un peu partout dans le monde, puis il va faire des comparatifs. Puis c'est ça, souvent, il va prôner soit les hasards ou le manque de créativité. Là. Ben, encore là aussi, la discussion se pose, la question se pose à savoir est-ce que je suis lésée ou au contraire, c'est à mon avantage? C'est ça. Donc, si je regarde, mettons, une vidéo YouTube d'un artiste quelconque, moi, je fais un cover sur ma page YouTube à moi, ben, bon, je ne le ferai pas parce que je suis une chanteuse horrible, là, mais disons que j'ai une belle voix et que ça rend service à l'artiste original. Il va peut-être être bien content que j'ai fait un cover de son œuvre. Donc, encore là, tout dépend, c'est quoi l'apport, le risque ou... ouais, c'est ça. Est-ce que je suis lésée ou non? OK. Ça fait. C'est ça. Mais l'artiste, des fois, il le voit comme un hommage, mais quand c'est atroce aussi, si on le chantait ensemble, je pense qu'il fermerait son YouTube puis il changerait de carrière. Exactement. Mais... Est-ce que. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu parce que, bon, ça fait quand même 40 quelques minutes qu'on discute. Mais avant de quitter, je ne sais pas si c'est une question qui est peut-être un peu. Bon, ça va peut-être vous faire prendre part de quelque chose, mais dans les marques existantes que vous avez vues passer, que vous voyez sur le marché, si vous étiez propriétaire d'entreprise ou créateur, est-ce qu'il y a une marque que vous dites, hey, ça, j'aurais aimé avoir l'idée de cette marque-là? Ah, mon Pour Dieu, tout bonne l'ensemble, question. dire l'image de marque, les valeurs, tout ça, mais au niveau de ce qu'ils ont fait avec leur logo, ça peut être une petite affaire comme ça peut être une grosse affaire, là. Bonne question. Moi, attendez un instant rapidement comme ça, une marque. Ouf! J'en pose des questions pièges souvent à la fin de Oui, c'est mes... ça. Non, mais non, j'aime ça. Je suis en train de me poser des questions. Moi, je suis une fan finie des produits Apple, là, à part pour l'ordinateur, mais j'ai essayé de faire du Google téléphone. J'ai détesté ça, mais bon, je ne vais peut-être pas le dire. Mais sinon, j'aime beaucoup, moi, j'ai plutôt privilégié des certifications comme de plus en plus l'achat local, c'est super important. Oui. Donc, je m'assure d'aller chercher, même si ils n'ont pas protégé leur marque, les entreprises locales, que ce soit au niveau des petites boutiques, la nourriture, etc. Même les restaurants. Je parlais de cage au sport tantôt. J'aime bien la cage au sport, mais j'aime aussi privilégier les petits restaurateurs du coin. Je dirais que c'est peut-être plus ça, moi, dans mes habitudes, que je vais aller chercher qu'une marque en particulier. Puis Apple, ben c'est sûr, je pense qu'il y a un tas de monde qui aurait aimé avoir l'idée puis avoir la marque parce que le premier logo était un peu complexe là, avec Newton puis sa pomme, mais Oui, je pense que comme plusieurs marques de commerce, c'est la simplicité pour que les gens puissent reconnaître. Je pense. c'est Est-ce que ça. je sais pas au niveau des conseillers, est-ce que ça arrive? Je pense que votre logo est trop complexe. Je sais que des fois c'est le goût, le design, mais moi Ben, je le vois nous, puis on le dit, les logos sont votre logo on est le peut-être voit, un peu trop on le complexe. dit comme client, comme conseiller, je ne pourrais pas le dire. Puis je pense qu'aussi ça participe dans un mouvement parce que présentement, on aime beaucoup ce qui est épuré, on aime ce qui est simple. Et la mode a déjà été OK. ailleurs. Si je peux donner un exemple personnel, j'ai une petite entreprise que je développe le soir et les fins de semaine. Le premier logo que j'ai eu, c'était vraiment beau, mais c'était très complexe. Quand je l'ai imprimé sur mes étiquettes, c'était pas beau. OK. Donc, je l'ai fait refaire par une autre artiste locale, puis j'aime beaucoup mieux ce qu'elle a fait, c'est beaucoup plus épuré. Donc, mais j'en parlerai pas parce que je n'ai pas encore déposé ma marque dessus. Cordonnier mal chaussé, mais ça s'en vient. Ah, mais au moins, vous êtes une cliente avertie, un cordonnier C'est bien ça, chaussé. exactement. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis ça fait le tour, mais j'ai ma petite question que je pose à la fin des fois pour sortir de Mais c'est l'ordinaire, là, bon. pour sortir de la théorie. Mais c'est ça, ça a été une belle discussion. J'espère qu'il y a des gens qui vont en retirer quelque chose, quitte à faire un petit appel. Puis il y a de quoi qu'on n'avait pas mentionné. Vous avez un service aussi, puis c'est sur le site de l'Office
que des gens qui sont intéressés, soit avoir un conférencier dans le cadre de conférences, côté pédagogique, vous avez des gens qui sont disponibles là, pour aller faire des ateliers conférences. Tout à fait. Ça fait partie de mon rôle, donc des webinaires, séminaires, des rencontres individuelles qui sont sous le sceau de la confidentialité, là, je tiens à le préciser. Oui. Ça fait 14 ans que je suis à l'OPIC. Au nombre de projets que j'ai entendus, je serais soit très millionnaire ou vraiment mal prise. Mais non, je tiens à préciser que c'est confidentiel. Même de chez moi, la porte, elle est toujours fermée quand je parle à des clients, puis comme ça, il n'y a personne qui peut entendre. Oui, puis une autre affaire, on n'a pas parlé, puis je pense que c'est des histoires qui se sont répétées, des gens qui vont dans un café. Moi, j'ai entendu, sans dire des histoires d'horreur, mais des gens qui sont dans des cafés, puis ils discutent de leur entreprise, puis quand ils viennent à trouver le nom de leur entreprise, il y a quelqu'un à côté, un petit génie de l'informatique qui va, puis il enregistre tous les noms de domaine, là, cafemichel.com.net.ca, puis après ça, ben, ils sont obligés de négocier. Là, c'est à vous aller payer la personne pour avoir le droit d'utiliser. Absolument. Il faut vraiment faire très attention et parler aux gens qui sont de bonne foi ou qu'on espère être de bonne foi et se protéger par des ententes de confidentialité ou de non-divulgation. C'est super, ça. Fait que je vous remercie pour la rencontre, c'était super instructif. Plaisir, merci. Comme je dirais, merci. Prenez l'information. Je vais mettre aussi le lien de l'Office là, dans la publication, fait que les gens pourront aller consulter, voir. Même mon adresse courriel aussi, c'est fortement possible. Je mettrai tout ça. Donc, je vous remercie encore 1000 fois, ça a été super intéressant. Merci à vous au plaisir peut-être de se reparler dans un autre contexte. Absolument.